Bonjour, je m'appelle Evan Souchette. Bonjour, je m'appelle Jessica Lubino. Nous souhaitons la bienvenue dans cet épisode du Réverbère, le balado, qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Donc, c'est un épisode qui fait partie d'une série thématique pour l'école d'été de l'INM. Donc, chaque année, l'école d'été rejoint des centaines de jeunes qui se rassemblent pendant plusieurs jours pour penser le Québec de demain. Puis, ils rencontrent aussi des personnalités engagées qui contribuent chacune à leur façon à faire bouger la société. Donc, c'est une discussion qui a lieu dans le cadre du parcours plaidoyer de l'école d'été, un parcours qui a été réalisé en collaboration avec Oxfam Québec. Donc, nous sommes actuellement au Palais des Congrès de Montréal pour aborder des enjeux qui concernent la représentativité des personnes racisées dans le milieu culturel québécois. Et surtout pour se demander en fait quels sont les freins à cette diversification dans le milieu des arts et de la culture au Québec. Moi, ce qui m'a amené à m'intéresser à ces enjeux-là, c'est quand même le fait d'avoir quand même... J'ai étudié dans les arts, donc j'ai une maîtrise en arts visuels, et puis je remarquais quand même que j'étais souvent la seule personne racisée dans tout mon cursus. Donc forcément, j'ai commencé à m'y intéresser, mais un petit peu de loin. Et puis au fil du temps, donc j'ai été aussi très longtemps médiatrice culturelle, j'ai fait de la gestion de projets culturels, et puis force est de constater que souvent, j'étais la seule en fait. On était très souvent minoritaire dans les lieux culturels en fait. Donc ça m'a poussé un petit peu à m'y intéresser, puis c'est ce qui m'a aussi amené à travailler pendant quasiment 3 ans sur les enjeux de l'inclusion, notamment dans le secteur des arts et de la culture, et d'approfondir un petit peu ces thématiques-là lors de ma dernière formation à l'ONU, par exemple. Et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup amené à penser à ces thématiques-là, c'est le décalage que j'ai pu observer entre la façon dont on a de voir le Québec et le Canada, et puis la réalité, notamment vue par exemple par les personnes autochtones. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'actualité de ces derniers mois. Et puis surtout peut-être de souligner en fait que c'est une actualité qui remonte, mais qui n'est pas... on ne parle pas d'un passé très lointain. Donc ça aussi, c'est important d'y penser, et puis de se souvenir tout le temps qu'au final, on n'est pas sur des terres qui ont été données, qui ont été cédées. Donc c'est ce qui m'a amené un petit peu à m'intéresser à ces thématiques-là. De ton côté, ça a été quoi les déclencheurs ? Alors, les déclencheurs, moi j'ai étudié pendant longtemps le droit et je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était droits humains, droit de la guerre, donc tout ce qui est dignité de l'être humain. J'ai fait des études d'histoire aussi, pendant lesquelles on n'a jamais abordé l'esclavage, la décolonisation, tout simplement les peuples racisés. Donc en fait, c'était une histoire qui était censée être la mienne, mais dans laquelle je ne me reconnaissais pas du tout. Et j'avais quand même beaucoup d'intérêt pour le milieu culturel, notamment pour le monde du livre, où, encore une fois, je ne me reconnais pas. Puis en arrivant à Montréal, j'ai travaillé, puis j'ai été bénévole dans des organismes culturels, mais qui promouvaient des cultures qui n'étaient pas occidentales. Et puis je me suis rendu compte que vraiment il y avait quelque chose à faire là, mais que ce n'était pas forcément non plus ce qui était le plus représenté en dehors des festivals pendant l'été. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai décidé de m'intéresser un petit peu plus à cette cause qui m'anime aussi par rapport à mon parcours personnel de vie. Puis j'ai fait une maîtrise en médiation interculturelle où là j'ai pu m'intéresser un peu plus à l'immigration, au vivre ensemble, à plein de thématiques qui ressemblent à ça, à la discrimination. Et puis j'ai décidé du coup de lier ce qui m'animait à ce qui m'intéressait professionnellement. Et donc de m'intéresser à la présence des personnes racisées dans le paysage artistique et culturel montréalais. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'anti-oppression, d'inclusion, de décolonisation, mais ça touche rarement en fait le secteur des arts et de la culture, comme si c'était vraiment quelque chose d'un peu à part. Et justement, par rapport à ton parcours, c'est quoi les obstacles à l'intégration professionnelle des artistes et travailleurs culturels racisés que tu as pu remarquer au Québec ? Alors, ils sont de plusieurs ordres, les obstacles. D'abord, on peut se demander qu'est-ce qu'un artiste et qu'est-ce qu'un artiste professionnel au Québec, parce que c'est un statut qui est juridique et qui est régi par 2 lois de 1988. La loi S32.1 qui régit le statut des artistes en art visuel, les métiers de l'art et de la littérature, et la loi S32.01 sur les artistes de la scène, du disque et du cinéma. Donc ce sont 2 lois qui s'appliquent à tout le monde, mais qui sont restrictives et qui sont pas inclusives, et qui du coup restreignent le champ d'application, ou en tout cas le champ de pratique ou la reconnaissance des pratiques des artistes qui sont racisés, qu'ils soient immigrés ou d'ailleurs qu'ils viennent du Québec. Ce sont des lois qui, par exemple, régissent les lieux d'exposition qui sont jugés valides
pour parler d'un artiste professionnel, le type de reconnaissance. Par exemple, ça peut être le type de prix qu'ils ont reçu, le mode de reconnaissance par les pairs qui est effectué si les artistes ont participé à des jurys de sélection pour remettre des prix. On a aussi le type de fonction qu'ils peuvent avoir dans le milieu artistique, et puis parfois aussi l'appartenance à un regroupement professionnel qui donne une espèce de validité au fait qu'effectivement ils ont une pratique professionnelle qui est reconnue. On a aussi l'origine ethnique, donc par la couleur de peau. Est-ce qu'on se considère ou est-ce qu'on est considéré comme un Québécois de souche pour les personnes noires, pour les personnes asiatiques, les personnes sud-asiatiques. On a aussi les distinctions physiques qui permettent de reconnaître une appartenance à un groupe racialisé, par exemple pour les personnes asiatiques ou sud-américaines. On a aussi l'accent. Qui concerne à peu près tout le monde, hein, même les Français. Quand on a un accent français, c'est difficile d'accéder à des rôles autant pour le théâtre que pour la télévision. Donc c'est valable absolument pour tous les accents. C'est des choses qui amènent des clichés, des stéréotypes. Puis on a aussi le taux de chômage chez ces personnes. Est-ce qu'il y a une différence entre justement des personnes, par exemple, des personnes québécoises racisées, puis par exemple des personnes qui seraient immigrantes? Oui, alors les personnes immigrantes, quand elles sont blanches et qu'elles sont artistes, elles ont beaucoup plus de chances de s'intégrer que les personnes racisées québécoises, par exemple. D'accord. Donc on peut supposer aussi que le taux de chômage est encore plus haut pour des personnes immigrantes qui seraient aussi racisées, en fait. Racisées, d'accord. On a aussi le manque d'informations à l'intégration professionnelle parce que les informations sont véhiculées par certains réseaux, par certains médias, auxquels, en général, les personnes racisées ou les personnes immigrées n'ont pas accès parce qu'elles n'ont pas les codes. Parce qu'il faut les connaître, voilà, en fait. Tout simplement. Donc, c'est absolument pas naturel. L'information n'arrive pas à elles, ces personnes. On a aussi le problème des moyens financiers, surtout pour assurer sa visibilité. Donc, il y a des gens qui ont les moyens d'avoir des campagnes de communication, d'engager des gens pour leur donner la visibilité, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et puis, donc, ça rend encore plus difficile l'insertion professionnelle. Mais on a aussi des lacunes du côté québécois parce qu'on ne peut pas non plus attendre à ce que l'intégration se fasse simplement de la personne qui est racisée ou qui est immigrée. Si on peut parler d'intégration de la personne racisée quand elle est québécoise, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, ça. Ouais. Mais il y a des lacunes d'information du côté québécois, par exemple pour la reconnaissance des diplômes. Est-ce qu'on fait vraiment l'effort au Québec de vouloir reconnaître les diplômes qui viennent d'ailleurs? Donc on a des enjeux similaires. Cet enjeu-là, par exemple, il est similaire avec tous les autres immigrants, en fait, dans tous les autres secteurs socio-professionnels. Il y a une espèce de distinction entre est-ce qu'on a un diplôme qui a été obtenu en Occident, donc dans l'hémisphère nord, ou est-ce qu'on a obtenu un diplôme qui vient de l'hémisphère sud, donc dans les pays dits du sud. Et on remarque, sans grande surprise, que quand on vient du Sud, les diplômes sont vraiment bien moins valorisés. Les équivalences sont quasi inexistantes. Parce que dans le Nord, en tout cas en Occident, les codes sont plus ou moins similaires, les types d'institutions et les établissements d'enseignement sont plus ou moins similaires, les cursus sont plus ou moins similaires. Et puis la subjectivité aussi de qu'est-ce qu'un bon cursus, qu'est-ce qu'un bon diplôme aggrave la situation et puis la problématique qui est déjà présente, par exemple, pour un médecin, quelqu'un qui vient de l'éducation, quelqu'un qui vient de la psychologie, mais pour l'art, c'est encore plus subjectif. Donc il y a aussi la reconnaissance des parcours. Il y a des gens qui suivent une formation, comme je viens de le dire, mais il y a aussi des gens qui sont autodidactes. Donc à quel moment est-ce qu'on reconnaît que l'artiste est professionnel s'il n'a pas reçu une formation en art? On a donc de ça qui découle des perceptions qui sont négatives et une absence donc de professionnels qui sont racisés sur les jurys, sur les comités de sélection, dans les conseils d'administration aussi des institutions culturelles ou des organismes culturels qui font qu'en fait on n'a pas ce regard de reconnaître le parcours de la personne qui ne vient pas du Québec ou en tout cas qui n'est pas blanche québécoise et qui n'a pas les mêmes codes dans sa pratique. Donc tout ça découle aussi d'une conception qui est ethnocentriste de l'art. Est-ce qu'il y a une seule manière de faire de l'art au Québec ou est-ce qu'il y a une seule manière de faire de l'art dans le monde? Les références sont forcément différentes quand on vient d'ailleurs ou quand on est racisé. Et puis là aussi, en fait, ça vient aussi de l'absence des personnes racisées sur les comités, sur les conseils d'administration et puis dans les jurys parce que ces personnes-là ne peuvent pas aider à juger de la valeur d'une pratique. Quand elles ne connaissent pas les codes de cette pratique-là. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, les causes les obstacles à l'insertion professionnelle, elles sont multiples. Et
Et elles sont quand même pas mal à la charge de la société d'accueil qui devrait peut-être se renseigner un peu plus sur le parcours des personnes qu'elles accueillent ou tout simplement des personnes qui sont déjà sur leur territoire. Ce qui est intéressant en plus, puisque le Québec fait partie des provinces qui ont le taux d'immigrants et d'immigrantes les plus diplômés, avec justement des diplômes de second cycle. Mais ce sont aussi eux qui ont le plus taux fort de chômage, en fait, surtout quand ils sont racisés en plus. Oui, parce qu'on remarque que les artistes, quand ils arrivent ici, donc quand ils ont une formation, qui en général du niveau maîtrise, n'hésitent pas à se relancer par exemple dans un doctorat. Un doctorat, c'est long. Oui. Un doctorat, ça coûte cher quand on est immigré, mais même quand on est québécois, ce sont des coûts qui sont peut-être pas prévus. Et pourtant, il faut ça pour qu'on se sente valorisé, pour qu'on se sente accepté dans le milieu culturel québécois. Et d'où viennent ces obstacles, en fait? Et moi, je pense du mythe de l'universalité de l'art. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon sujet. Disons que je pense qu'effectivement, on peut parler de mythe de l'universalité de l'art dans le sens où l'art est souvent vu comme quelque chose, l'art et la culture en général, sont souvent vus comme des choses qui sont déconnectées de l'histoire, en fait, qui sont un peu flottants dans les airs. On parle d'inspiration, on parle vraiment de talent, de ce genre de choses, et puis on met peu de balises qui sont claires, en fait, et puis on le relie très peu à l'histoire. Alors que l'art, tout comme l'histoire avec un grand H, est lacunaire, en fait, l'art s'ancre toujours dans un contexte. Et donc, forcément, les personnes l'art ne sort pas de... C'est pas magique, là. Ce sont des personnes qui font de l'art. Les artistes font de l'art. Donc, les artistes sont issus d'un contexte, sont d'une période, sont d'un pays. Et donc, forcément, ça a des répercussions sur la façon dont ils l'ont créé. Et on a tendance à l'oublier, en fait, et à penser que vraiment, l'art, la musique, on parle le même langage, c'est universel, alors que non. Ça, c'est vraiment un point de vue qui est plutôt occidental, même eurocentré. Si on le voit, on peut en parler quand on parle de l'histoire des arts. On ne parle pas de l'histoire des arts, enfin, on parle de l'histoire de l'art. Parce que c'est vraiment l'histoire de l'art avec un grand H qui va concerner certains pays qui ont des mouvements qui sont très, très définis, qui ont des mouvements très précis avec des codes. Et puis, à côté, on a des sortes de grands sacs. L'art africain, l'art asiatique, l'art... sans forcément de code. Et puis surtout, on a du mal à reconnaître que certaines pratiques sont aussi de l'art. Donc il y a une sorte de hiérarchie qui va aussi s'opérer entre, l'art et l'artisanat, par exemple. Alors que dans d'autres pays, dans certaines cultures, ce qu'on va appeler l'artisanat, c'est leur forme d'art, en fait. Puis là aussi, si je reviens sur, par exemple, les communautés autochtones, ça aussi, peut-être qu'on le saurait, justement, qu'il y a d'autres façons de faire de l'art si, dans les années 50, elles n'avaient pas été interdites de pratiquer, en fait, leur culture, que ce soit au niveau de leur religion, enfin de leur spiritualité, des symboles aussi qu'elles utilisaient. Donc ça aussi, c'est des choses qui nous empêchent, en fait, de voir à quel point la façon de faire de l'art, la façon de penser l'art, en fait, peut être diversifiée et peut être différente selon d'où on vient dans le monde, en fait. Parce qu'au final, si on étudie un petit peu l'histoire de l'art, ça concerne certains pays, mais on a l'impression que le reste des autres pays n'existe pas à cette même période. Mais il se passe quoi, en fait, dans d'autres pays, pendant qu'en Italie, on est en train de parler de, je ne sais pas moi, du Caravage ou de je ne sais quoi. Et ça, on n'y pense pas forcément, on a l'impression que ça n'existe pas. Donc il y a peut-être aussi ça qui va jouer sur la façon de juger, en fait, de ce qui est art ou pas, et du coup, de ce qui est un bon artiste ou pas. Et... ça rejoint un peu ce que tu mentionnais par rapport aux jurys qui sont peu diversifiés, aux conseils d'administration qui le sont peu aussi. Donc forcément, ça amène des artistes qui ne seront pas diversifiés parce que les personnes au sommet de la pyramide ne sont pas aptes à juger d'un art qu'elles ne connaissent pas. Et par raccourci, ça va devenir c'est que c'est pas de l'art, en fait, ou c'est qu'il n'est pas bon. Est-ce que tu penses que la sous-représentativité de l'art, c'est une conséquence du mythe de l'universalité ? Clairement, dans le sens où, comme je mentionnais, si on ne peut pas juger ce qui est art ou pas, si on ne met pas de balises claires et puis qu'on ne reconnaît pas que c'est quelque chose qui peut se juger, qui n'est pas aussi subjectif qu'on le croit, forcément, on se retrouve avec les mêmes personnes, en fait. Et puis c'est humain aussi, en fait, de choisir souvent des personnes qui nous ressemblent. Mais si on n'a pas conscience de ces biais-là, même dans les choix artistiques, forcément, ça va restreindre, en fait, beaucoup de personnes. On le voit aussi dans le milieu de la culture. Si on regarde la télé québécoise et puis qu'on n'a jamais mis les pieds au Québec,
je pense qu'on a une image qui est vraiment totalement différente de quand on y vit, en fait. Parce que la télé québécoise, les séries qui sont présentées, les émissions, sont pas du tout représentatives de la population québécoise, en fait, qui est quand même assez diversifiée. C'est sûr que là, on parle principalement si on parle de taux, par exemple, de personnes qui se reconnaissent comme minorité visible, on est à 33%. À Montréal, c'est un taux qui va changer selon les régions, évidemment. Mais ça reste que le Québec et le Canada, ça reste très diversifié, en fait. C'est un pays qui base son économie, une bonne partie de son sur l'immigration économique, en plus. Donc, il choisit ses immigrants, choisit des immigrants qui parlent français, qui sont diplômés. Donc, forcément, c'est un petit peu décevant et puis un petit peu frustrant, en fait, de ne pas se voir au quotidien, que ce soit dans les affiches, que ce soit à la télé, que ce soit quand on s'écoute à la radio ou ce genre de choses. Donc, mais clairement, je pense que c'est lié à ce mythe de l'art qui serait universel. Et du coup, d'après toi, quelles sont les conséquences de ce manque de représentativité à l'écran ? Même si tu l'as déjà un petit peu dit, est-ce qu'on peut aller il y en a plusieurs. Il y en a un autre aussi qui est intéressant, c'est la non-appartenance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait se sentir appartenir à une société où on ne se voit jamais. Que ce soit à la fois dans les bon, là je sors un peu peut-être du culturel, mais que ce soit dans les partis politiques, que ce soit effectivement à la télé ou présenté dans des émissions. Donc ça va amener la non-appartenance. C'est un sentiment qui est quand même important parce que ça engendre d'autres choses. Si on ne se sent pas appartenir, par exemple, on aura peut-être plus de mal à aller voter. Par exemple, oui. À participer en fait à la société puisqu'on ne s'y sent pas à sa place. Il y a aussi peut-être aussi le fait qu'en termes d'artistes, beaucoup d'artistes vont penser à quitter le Québec tout simplement. Surtout en comédie, en théâtre, en cinéma. Enfin, en cinéma et en théâtre, on entend souvent que les comédiens et comédiennes ont le sentiment qu'ils ont plus de chance, par exemple, s'ils vont en Ontario, s'ils vont dans des provinces anglophones, en fait. Parce que justement, il y a des obstacles qu'ils ne vont pas rencontrer au Québec et préfèrent donc quitter le Québec. Donc là aussi, c'est comme un cercle vicieux, en fait, puisque les artistes qui sont là sont tellement juste fatigués d'essayer qu'ils préfèrent quitter le Québec à un moment. Et puis, même en termes de participation à l'économie, ça fait qu'on se tourne vers les médias étrangers, en fait. Je connais beaucoup de personnes québécoises racisées qui regardent beaucoup plus des séries américaines que québécoises. Et c'est normal. Parce que certaines séries américaines vont peut-être juste faire cet effort de représentation dans les personnages, dans les scénarios aussi, puisque là aussi, on va retrouver quand même beaucoup de stéréotypes souvent quand les personnes racisées sont représentées. Donc, ça peut devenir un petit peu compliqué. D'accord. Justement, en parlant de stéréotypes, d'après toi, est-ce qu'il vaut mieux être sous-représenté que mal représenté ? C'est une bonne question. C'est un peu une question piège dans le sens où on ne peut pas répondre à cette question-là, la peste ou le choléra. Enfin, c'est comme... mais c'est un peu triste en fait qu'on soit à se poser cette question-là dans le sens où c'est un peu la seule façon qu'on aurait de se voir. C'est de peut-être se résigner à avoir une représentation de nous qui est peut-être pas fidèle, mais pour pouvoir au moins être un peu présent dans l'espace médiatique. Et c'est triste d'avoir cette question-là. Je ne peux pas y répondre. Mais c'est quand même intéressant qu'on en soit là, de se poser cette question-là, en fait. C'est qu'il y a tellement, justement, de représentations qui sont stéréotypées, qui sont clichés aussi, puis qu'en fait, qui vont entretenir aussi une image de l'autre qui est faussée. Parce que si, mettons, par exemple, si je suis en région, donc je suis peut-être pas forcément, quand je vais dans la rue, habituée à voir des personnes racisées. Pas autant, par exemple, qu'à Montréal ou dans d'autres grandes villes. Et qu'à la télé, on ne me présente que des personnes blanches ou des personnes racisées qui sont dans des rôles très stéréotypés. Je vais finir par penser que c'est la réalité. À juste titre, si on ne présente que ça. Donc là aussi, ça va engendrer aussi, ça va un petit peu alimenter ce terreau d'exclusion qui fait que, là encore, on revient à la non-appartenance. C'est vraiment un cercle vicieux. Ça me fait penser d'ailleurs à un test qui a été développé. Là, je fais le point un petit peu avec d'autres types de stéréotypes, puisque on est un petit peu à cheval sur différents systèmes d'oppression, parfois quand on est une personne racisée, quand on est une femme notamment racisée. Et le test de Bechdel, c'est un test qui permettait justement de mesurer le sexisme dans le cinéma, qui reposait en quelque sorte sur 3 critères. C'est-à-dire, est-ce que le personnage féminin représenté, est-ce que son nom et son prénom sont cités ? Est-ce qu'on a à un moment 2 personnages féminins qui parlent entre elles ? Et le 3e, est-ce qu'on a des personnages féminins qui parlent entre elles d'autre chose
que d'un homme. C'est un peu fou quand même. Donc qu'on ait à créer ce test-là, ça veut dire qu'on est parti de la réalité. Ouais. Qu'on s'est dit, qu'en fait, souvent, les personnages féminins dans les films, dans le cinéma, vont servir à faire valoir en fait les personnages féminins. Parfois, on ne va même pas entendre leur nom. Ce sera juste, Sophie, elle apparaît une fois dans le film, elle s'appelle Sophie. Donc c'est vraiment triste en fait qu'on ait eu à développer ce test-là, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose de l'ordre aussi de ces balises-là à créer pour pouvoir avoir un outil de mesure en fait et pouvoir mesurer à quel point on a du chemin à faire et puis à quel point on pourrait faire mieux en termes de représentativité. Intéressant, vraiment intéressant. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il est possible de questionner l'art sexiste ? C'est une bonne question. Je pense que oui, dans le sens où je ne sais pas si comment tu as vécu, toi, l'impact de la vague de Moi aussi, mais j'ai quand même eu le sentiment, en tout cas dans le milieu culturel, mais j'ai quand même eu le sentiment qu'on parlait principalement des femmes blanches. Oui. Donc là aussi, je pense qu'il y a moyen de lier encore les systèmes d'oppression. Quand on parle de sexisme, on ne peut pas ne parler que de sexisme, alors que parfois, ça va s'entremêler avec du racisme pour des personnes, pour des femmes racisées notamment. Donc... C'est vrai que la vague, hashtag Moi aussi, dans le milieu culturel en 2020 a été comme une espèce de déferlante. Là. C'était comme un return de 2018. Alors, il ne faut pas oublier que le hashtag part de Tarana Burke en 2018, qui est une femme noire. Et là, ça, on l'oublie. Mais ça aussi, moi, je l'entends souvent que Moi aussi, ça a été créé par Alyssa Milano. Donc, là encore, on a une invisibilisation des femmes racisées, des femmes noires, là, en l'occurrence, qui est assez importante. Donc, on voit le sexisme comme une forme d'oppression qui est protéiforme. Tu sais, le cliché des gars de la construction qui voient une femme passer et puis qui la sifflent. Mais il y a aussi le fait que le sexisme, c'est une oppression qui peut être vue d'un point de vue intersectionnel, où tu as plusieurs systèmes d'oppression qui affectent les femmes. On voit que souvent, les femmes blanches vont être traitées différemment, en fait. On le voit même dans les scandales médiatiques. Si on cite, par exemple, l'affaire qui a mis en scène, on va dire, Safia Nolin et Marie-Pierre Morin, par exemple, on en a quand même beaucoup parlé de cette affaire-là. Et puis, Safia Nolin a été beaucoup harcelée par la suite. Mais surtout, c'est la suite qui est intéressante. C'est-à-dire, qui a invité à Tout le monde en parle pour en parler d'abord ? C'est Marie-Pierre Morin. Ouais. Je veux dire, Safia Nolin est contactée par la suite, donc pour répondre aux propos de Marie-Pierre Morin. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant de voir le traitement en fait qui n'est pas du tout égal et qui montre bien que là encore, quand on est une femme racisée, on a peut-être plus d'échelons à gravir pour arriver à un traitement qui soit égal à celui d'une femme blanche, même si une femme blanche va avoir effectivement le sexisme contre elle. Donc dans une société patriarcale comme la nôtre. Donc c'est quand même intéressant à noter, ouais. Mais au-delà de ça, on a aussi la question des rémunérations et des salaires qu'on n'aborde pas beaucoup, je trouve, non plus dans les médias ou dont on ne parle pas non plus tellement dans le milieu des arts. Donc les hommes sont bien plus payés que les femmes, on le sait déjà. Ils sont beaucoup plus représentés aussi, par exemple, dans les festivals. Dans les programmations, on a moins de 30% de femmes qui sont prévues sur scène, alors qu'elles représentent, par exemple, pour les festivals de musique, 42% des membres de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, ou, par exemple, qu'elles représentent 49% des membres de l'Union des artistes. Donc ça fait quand même presque la moitié. Ça fait beaucoup. Et elles sont quand même moins visibles sur scène ou ailleurs. Et donc il y a des clichés aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément ni des artistes musicaux, ni des personnes qui sont actrices ou comédiennes, mais qui sont peut-être derrière la caméra. Toutes les techniciennes qu'on va peut-être moins employer parce qu'il y a une présomption elles sont moins bonnes. Elles sont moins compétentes. Mais sans que ce soit dit, c'est vraiment insidieux. C'est juste... C'est soit que je parle de présomption. Parce qu'au final, on aura le cas aussi de femmes, quand elles travaillent à ces postes-là, à qui on fait remarquer systématiquement, quotidiennement, « Ah ben, c'est intéressant que tu sois là. » Donc au final, c'est un rappel constant de « Tu n'es pas à ta place, tu n'es pas censé être là. » C'est ça. Et puis qui finit aussi par avoir un impact sur la représentation en fait, et sur la construction aussi des jeunes femmes racisées, des enfants. Parce que si on ne se voit pas dans certains métiers, on finit par intégrer inconsciemment qu'on ne peut juste pas les faire en fait. Et on ne va pas s'y intéresser.
J'y ai pensé juste récemment que, à un moment, j'avais voulu être professeure à l'université. Et puis, j'ai laissé tomber cette idée-là, mais sans mettre le doigt forcément sur à quel moment. Et puis, j'ai réalisé en fait que toute ma scolarité, en tout cas universitaire, je n'ai jamais eu de professeur noir. Et que ça a peut-être forcément joué aussi sur le fait que j'ai dû me dire peut-être qu'inconsciemment, c'est peut-être que c'est juste pas une carrière pour moi. Je comprends. Moi, j'ai eu un seul prof noir et c'était pour parler de l'histoire de la décolonisation de l'Afrique au Québec. Donc, ouais. Puis, donc voilà, donc on a le colonialisme et le patriarcat qui s'entrecroisent et qui alimentent encore les clichés et les stéréotypes dans les arts, que ce soit au niveau des personnes artistes elles-mêmes ou au niveau de la production artistique qu'elles vont offrir. Donc, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que la lutte contre le sexisme dans le milieu, est-ce qu'elle va devenir inclusive? Est-ce qu'elle est en voie de devenir inclusive après le hashtag Moi aussi? Je pense qu'on aimerait qu'elle soit inclusive, mais dans les faits, j'entends encore beaucoup trop qu'on sépare les mots parité et diversité inclusion. Dans le sens, j'ai accompagné beaucoup d'organismes qui me disaient là, on est prêt, on a atteint la parité, donc on s'intéresse à la diversité. Ce qui veut dire que vous avez atteint la parité, donc concrètement, vous n'avez engagé que des femmes blanches. C'est ce que ça veut dire, en fait. Si tu t'intéresses à la diversité par la suite, alors que là encore, il y a moyen de rendre ces luttes-là totalement liées, en fait, parce qu'elles le sont pour certaines femmes. Donc, c'est quand même intéressant de se poser la question, mais dans les faits, actuellement, je pense qu'on n'est pas sur on n'est pas sur de l'inclusion. On est peut-être en voie d'eux. On aimerait que, mais on le traite encore de façon beaucoup trop séparée. Ouais, puis je pense qu'on a eu un bel exemple à la fin de l'année 2020 avec une maison d'édition qui va bientôt ouvrir ses portes, qui est fondée par des femmes racisées, et elle veut une maison qui soit féministe, intersectionnelle pour les femmes racisées, donc publier que des femmes racisées parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans le milieu du livre. Le milieu du livre qui est un milieu qui est très fermé. Donc le milieu des arts est très compétitif d'une manière générale, mais le milieu du livre est vraiment très très fermé. Et donc elles se sont distinguées après la crise Black Lives Matter et puis après la crise hashtag Moi aussi pour créer un espace qui leur soit dédié, qui nous soit dédié aussi à nous, parce qu'on va enfin se sentir représentés dans ce milieu-là, même si on a quand même des maisons d'édition qui publient des personnes racisées, qui publient des femmes. Voilà, la perspective intersectionnelle n'est pas prégnante, elle n'est pas forcément la plus présente. Et c'est bizarre parce que j'ai appris récemment, par exemple, que Naomi Fontaine, c'est l'artiste la plus publiée de sa maison d'édition. C'est une artiste autochtone. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Donc, la maison d'édition est quand même sur plusieurs territoires outre-Atlantique. Mais c'est quand même intéressant de savoir que dans cette maison d'édition, c'est une femme autochtone qui est représentée. On la voit quand même dans le milieu médiatique, mais est-ce qu'on la voit suffisamment? Moi, c'est la question que je me pose. Et dans ce cas-là, si on la voit suffisamment, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les autres femmes comme elle? Parce qu'elle n'est pas la seule québécoise autochtone à publier. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces autres femmes-là qui racontent le Québec, qui racontent leur Québec et qui racontent des histoires qui sont intéressantes pour que tout le monde comprenne la société dans laquelle on vit? Moi, je trouve ça dommage qu'on soit obligé de créer nos espaces à nous pour se sentir représentés et puis faire émerger une nouvelle conscience de l'image de la femme ou de la personne racisée tout simplement dans les arts. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis en termes d'intersection, je veux dire, si on revient à l'histoire, on est sur des intersections qui ne sont pas récentes du tout. Je veux dire, j'ai mentionné, ça mériterait plus qu'une mention, mais j'ai mentionné tantôt les réalités autochtones. On pourra en parler justement de toutes ces femmes disparues dont on ne parle pas. Et c'est directement lié au fait qu'elles soient femmes et autochtones. Donc là aussi, on est vraiment à une intersection qui va encore invisibiliser des luttes et des réalités qui sont difficiles et dont on ne s'occupe pas. Donc ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de Naomi Fontaine. C'est quand même intéressant à souligner. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du contexte de l'année dernière, là, Black Lives Matter, et puis des artistes qui se trouvent aux intersections des oppressions, selon toi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait conclure de tout ça? J'ai envie de conclure avec plutôt des questions, dans le sens où j'ai l'impression que c'est une période... on a vécu quasiment presque 2 ans, je dirais, avec le début de la pandémie et toute la crise sociale aussi qui
qui s'en est suivi, avec des thèmes qui, là encore, n'étaient pas nouveaux, mais que forcément, la pandémie a exacerbé, peut-être. Et je ne sais pas, en fait, si les choses ont vraiment changé. Pourquoi ? Je ne sais pas si on est en voie de changement, s'il y a vraiment un changement durable, en fait, qui a été instauré pendant cette période-là, si on est sur la voie du changement ou si on est sur un changement qui est motivé par la peur, en fait. Et ça, c'est plutôt ma question, à savoir, est-ce que la peur comme moteur, ça garantit un changement qui serait durable ? C'est-à-dire la peur de se faire canceller si jamais on dit les mauvaises choses, la peur de ne pas recevoir de demande de subvention si jamais on n'a pas coché les quotas diversité. Est-ce que ça va garantir un changement qui est authentique aussi, en fait ? Donc, je ne sais pas si... Ce serait ma question de conclusion, si ça se fait. Donc, mais pour conclure, c'est vraiment les interrogations que j'ai encore, parce que ça a été 2 ans qui ont été quand même assez intenses. Mais encore une fois, là, je le répète, intenses avec des thématiques qui ne sont pas nouvelles, en fait. Donc, j'ai l'impression que ça a été plutôt comme un wake-up call pour certaines personnes, tant mieux. Mais je veux dire, il était temps. Donc, est-ce que toi, t'en penses quoi ? Est-ce qu'on est vraiment sur un changement Un changement durable. Moi, franchement, au moment de Black Lives Matter, là, en mai c'est mai ou juin, je sais plus, 2020, tu sais, au moment où on a eu le petit carré noir sur les réseaux sociaux, qui avait d'ailleurs été lancé par deux femmes noires d'une maison de production. Moi, je n'étais pas contente parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce petit carré noir ? Les gens croient que parce qu'ils ont mis un carré noir sur Instagram, les choses vont changer, mais en fait, ça va juste faire, tu sais, comme un pétard mouillé, quoi. Ça va juste retomber. Et je ne veux pas dire que tout est retombé, parce qu'il y a quand même des gens qui se sont posé des questions, il y a quand même des organisations, il y a quand même des institutions qui se sont dit, OK, il faut qu'on revoie nos pratiques, il faut qu'on travaille sur nos biais. Mais on ne voit pas encore les résultats. Et c'est vrai que ça fait qu'1 an, mais je pense qu'on ne voit pas encore suffisamment les résultats de tout ça. Donc, est-ce que c'est un changement durable ? J'espère que ça va l'être, parce que je ne pense pas que ça le soit. Mais il y a aussi la question de l'authenticité de la démarche, comme tu disais. Est-ce que la peur, c'est vraiment le moteur, ou est-ce qu'il y a autre chose qui anime toutes ces réflexions et puis toutes ces prises de décision ? Et je pense que c'est l'authenticité qui va faire que ça va être quelque chose de durable. Puis on vous renvoie ces questions, en fait. C'est pas à nous d'y répondre, en vrai. Donc, mais je pense qu'on pourrait conclure sur ça. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi. Mais toi aussi, merci d'avoir partagé ton expertise avec moi, avec nous. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir été des nôtres pour ce balado, enregistré au Palais des Congrès de Montréal dans le cadre de la 18e édition d'été de l'INM. Nous tenons à vous rappeler que les activités du parcours plaidoyer débuteront le 16 août prochain à 13h30. Donc, inscrivez-vous. Merci et encore bonne école d'été 2021. Si vous avez apprécié cet épisode du Réverbère, partagez-le et découvrez les autres sur notre site internet www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.